Je l'ai surprise au lit avec son collègue. J'ai sorti mon téléphone et tout a basculé. Chapitre 1. La vérité frappe toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Avez-vous déjà vécu ce moment où votre monde entier s'effondre en une fraction de seconde? Cette sensation que le sol se dérobe sous vos pieds alors que vous pensiez marcher sur du béton. Moi, Thomas Moreau, j'ai découvert ce que cela signifiait vraiment le mardi 15 novembre à exactement 14h37. Je m'en souviens avec une précision chirurgicale car c'est l'heure qui s'affichait sur mon téléphone quand j'ai pris cette photo qui allait changer ma vie à jamais. Ce jour-là, je devais être en réunion avec les investisseurs de ma start-up jusqu'à 18h. Mais la grippe qui me rongeait depuis 2 jours avait fini par avoir raison de ma détermination légendaire. Mes associés m'avaient pratiquement ordonné de rentrer chez moi, brandissant la menace de contaminer tout l'open space si je restais. « Va donc retrouver ta belle Camille », avait plaisanté Marc en me poussant vers la sortie. « Profite de cet après-midi imprévu pour faire des choses d'adulte. » Si seulement il avait su. La clé tourna dans la serrure avec ce petit cliquetis familier qui, d'habitude, me procurait une sensation de réconfort. Notre appartement du 16e arrondissement, cette petite bulle de bonheur que nous avions construite ensemble pendant 3 ans, m'accueillait dans un silence troublant. Pas de musique jazz en fond sonore, pas de parfum de cuisine qui embaumait habituellement l'entrée. Camille devait être au bureau, pensais-je. Après tout. Elle m'avait dit ce matin qu'elle avait une journée chargée avec les dossiers de fin d'année au cabinet d'avocat où elle travaillait. Mais quelque chose clochait. Ses chaussures à talons étaient là, négligemment abandonnées près de la porte. Les Jimmy Choo rouges que je lui avais offertes pour nos 2 ans ensemble. Et son manteau Burberry pendant mollement au porte-manteau, comme si elle l'avait retiré à la hâte. Un détail qui aurait dû m'alerter. Camille ne laissait jamais traîner ses affaires. C'était une maniaque de l'ordre, presque obsessionnelle. Chaque chose avait sa place, et la place de chaque chose était sacrée. Je montais les escaliers en colimaçon qui menaient à l'autre chambre, mais pas étouffé par l'épaisse moquette beige. Peut-être était-elle rentrée pour déjeuner et avait-elle décidé de faire une sieste? Elle avait mentionné ces derniers temps qu'elle se sentait fatiguée, stressée par un gros dossier de divorce qu'elle défendait. Un divorce particulièrement vicieux où il était question d'adultère et de millions d'euros d'héritage. Arrivé sur le palier, j'entendis des murmures étouffés provenant de notre chambre. Mon cœur fit un petit bond d'espoir. Elle était là. Peut-être pourrions-nous passer cet après-midi ensemble, blottis sous la couette, à regarder des séries, en buvant du thé au miel. Ces moments d'intimité simple me manquaient. Nos vies professionnelles respectives nous avaient éloignés ces derniers mois. Et je me rendais compte que nous ne nous étions pas vraiment parlé, vraiment regardés, depuis des semaines. Mais quand je tendis la main vers la poignée de notre chambre, les murmures se transformèrent en quelque chose de plus explicite. Des gémissements, des halètements. Et surtout, une voix d'homme que je ne reconnaissais que trop bien. « Oh Camille, tu es si belle !» Julien Mercier, son collègue du cabinet. Cet homme élégant aux tempes grisonnantes, marié, père de 2 enfants, que j'avais rencontré lors de plusieurs soirées professionnelles. Celui qui me serrait chaleureusement la main en me demandant des nouvelles de ma start-up. Celui qui complimentait toujours ma charmante épouse avec ce sourire carnassier que je prenais pour de la galanterie parisienne. Ma main se figea sur la poignée. Une partie de moi voulait faire demi-tour, dévaler les escaliers, ressortir de l'appartement et faire comme si de rien n'était. Préserver cette bulle d'ignorance qui, même douloureuse, était moins destructrice que la vérité qui m'attendait de l'autre côté de cette porte. Mais une autre partie de moi, plus sombre, plus froide, avait besoin de voir, avait besoin de savoir. Très lentement, j'entr'ouvris la porte. Ce que je vis me coupa le souffle et me broya le cœur simultanément. Camille, ma Camille aux cheveux châtains, que j'aimais caresser le dimanche matin, était là, offerte, abandonnée dans les bras de cet homme qui aurait pu être son père. Leurs corps s'épousaient avec une passion que je ne lui connaissais plus depuis longtemps. Ses ongles rouges s'enfonçaient dans le dos de Julien, tandis qu'elle murmurait des mots que je n'arrivais même pas à comprendre, tellement ils étaient chargés d'un désir que j'avais cru éteint chez elle. Le temps suspendit son vol. 3 secondes qui durèrent une éternité. Et puis, comme mu par un instinct de survie que je ne m'explique toujours pas,
Je sortis mon téléphone. Mes doigts tremblants trouvèrent l'appareil photo. Un déclic silencieux, puis un autre, et encore un autre. Ce fut le troisième clic qui changea tout. Le flash était resté allumé. Camille tourna la tête vers moi. Nos regards se croisèrent. Dans ses yeux noisettes, je lus d'abord la surprise, puis la terreur, et enfin quelque chose de plus troublant, du soulagement. Comme si elle attendait ce moment depuis des mois, comme si elle avait espéré être découverte. « Thomas » murmura-t-elle sans même essayer de se couvrir. Julien, lui, bondit du lit avec une agilité surprenante pour un homme de 50 ans. Nu, paniqué, il chercha ses vêtements éparpillés sur le parquet en bégayant des excuses incompréhensibles. « Ce n'est pas ce que tu crois. Enfin si, mais Thomas, écoute-moi. » Mais moi, je ne pouvais plus parler. Je fixais l'écran de mon téléphone où s'affichaient ces 3 photos qui venaient de sceller le destin de tant de vies. 3 images qui allaient détruire un mariage, briser une famille, anéantir des carrières. 3 photos qui contenaient un secret bien plus lourd que la simple infidélité. Car sur la dernière image, celle qui avait révélé ma présence, on distinguait nettement, posé sur la table de chevet, un dossier marqué « Confidentiel Affaire Beaumont ». Je reconnaissais ce nom. Antoine Beaumont, le milliardaire du BTP, dont le divorce faisait la une des journaux depuis des mois. L'homme le plus riche de France, accusé d'avoir détourné des fonds publics et dont l'épouse réclamait la moitié de la fortune. L'affaire que défendait Camille. L'affaire dont Julien était l'avocat, de la partie adverse. Mon téléphone vibra soudain dans ma main. Un message venait d'arriver, de Marc, mon associé. « Thomas, urgence, les investisseurs de Beaumont Consulting veulent racheter notre start-up. RDV demain à 9h. On va être riche. » Mes jambes se dérobèrent. Je me laissais glisser contre le chambranle de la porte, les photos toujours affichées sur mon écran. Tout se mettait en place avec une clarté aveuglante. Cette liaison n'était pas qu'une histoire de sexe et de sentiments. C'était un pont entre 2 mondes, 2 intérêts, 2 fortunes. S'était levée et avait enfilé ma robe de chambre. Elle s'approcha de moi avec précaution, comme on approche un animal blessé. « Thomas, je peux tout expliquer. » Mais en voyant mon visage, elle comprit que j'avais saisi bien plus que sa simple infidélité. « Les dossiers Beaumont, » murmurai-je. « Vous partagez des informations confidentielles. » Un silence de plomb s'abattit sur la chambre. Julien, qui finissait de remettre sa chemise, se figea. Camille ferma les yeux, et quand elle les rouvrit, j'y lus une détermination que je ne lui connaissais pas. « Tu ne comprends pas, Thomas. Tu ne peux pas comprendre. Alors explique-moi. » Elle secoua la tête, et pour la première fois depuis que je la connaissais, elle me fit peur. Certaines choses sont plus grandes que nous, plus importantes que notre couple, que nos petites vies bourgeoises. Antoine Beaumont n'est pas juste un homme riche, en instance de divorce. C'est un monstre qui a détruit des centaines de familles, volé des milliards d'argent public, corrompu des ministres. Et sa femme, elle marqua une pause, jetant un regard vers Julien qui hocha gravement la tête. Sa femme est notre informatrice depuis le début. Nous travaillons ensemble pour que justice soit rendue, peu importe le coût personnel. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un appel. Le nom qui s'affichait me glaça le sang. Antoine Beaumont, personnel. Comment cet homme avait-il eu mon numéro? Camille vit le nom sur l'écran et devint livide. Thomas, surtout, ne répond pas. Mais il était trop tard. Ma main avait déjà décroché, mue par une curiosité morbide. Monsieur Moreau, Antoine Beaumont, je crois que nous devons discuter. Vous avez quelque chose qui m'appartient. Sa voix était douce, presque paternelle, mais il y avait quelque chose dedans qui me fit comprendre que ma vie venait de basculer dans quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple triangle amoureux. Je ne vois pas de quoi vous parlez, répondis-je, surpris par la fermeté de ma propre voix. Les photos, monsieur Moreau. Ces 3 magnifiques photos que vous venez de prendre. Elles ont une valeur inestimable pour certaines personnes, y compris pour moi. Comment pouvait-il déjà être au courant? Camille me fixait avec une terreur que je ne lui avais jamais vue. Julien s'était approché et avait posé sa main sur mon épaule, dans un geste qui se voulait rassurant, mais qui me parut profondément menaçant. « Nous nous verrons très bientôt, monsieur Moreau. D'ici là, prenez soin de ces photos. Et surtout, prenez soin de vous. » La communication se coupa. Dans le silence qui suivit, je réalisais que les 3 personnes dans cette chambre, moi y compris, venions de franchir un point de non-retour. Ces photos dans mon téléphone n'étaient pas seulement la preuve d'une infidélité. Elles étaient devenues la pièce centrale d'un jeu d'échecs dont je ne connaissais même pas les règles. Camille s'assit sur le lit, la tête entre les mains.
Thomas, tu viens de signer notre arrêt de mort à tous les trois. Chapitre 2. Quand le secret remonte à la surface, ils emportent tout sur leur passage. Que feriez-vous si vous découvriez que votre vie entière n'était qu'un mensonge soigneusement orchestré, que la femme que vous aimiez vous avait manipulé dès le premier jour? Moi, Thomas Moreau, j'eus exactement 4 heures pour réfléchir à cette question, avant que ma réalité ne soit à nouveau pulvérisée. Après le coup de téléphone de Beaumont, nous étions restés tous les trois dans cette chambre, figés comme des mannequins dans une vitrine macabre. Camille avait fini par rompre le silence en me demandant de m'asseoir. Sa voix avait retrouvé cette douceur que je connaissais si bien, mais quelque chose avait changé dans ses regards. Une dureté nouvelle, comme si un masque venait de tomber définitivement. « Il faut que tu saches tout, Thomas. Tu le mérites. » Julien s'était habillé entièrement et se tenait près de la fenêtre, scrutant la rue d'un air inquiet. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à sa montre, avec une nervosité grandissante. « Camille, nous n'avons pas le temps, » murmura-t-il. « Ils vont venir. » Mais elle l'ignora et se tourna vers moi avec une expression que je ne lui connaissais pas. Quelque chose entre la tendresse et la résignation. Notre rencontre n'était pas un hasard, Thomas. Ces mots frappèrent ma poitrine comme un coup de massue. Notre première rencontre, ce café de Saint-Germain, où elle avait renversé son expresso sur mon ordinateur portable. Ses excuses confuses, son sourire gêné, cette façon qu'elle avait eue de noter son numéro sur une serviette en papier. Pour payer les réparations, avait-elle dit. J'étais tombé amoureux d'elle avant même qu'elle ne termine d'écrire les derniers chiffres. Le cabinet savait que vous développiez une application de cryptage pour les communications sensibles. Ils avaient besoin d'un informaticien de confiance, quelqu'un de brillant mais naïf, quelqu'un qui ne poserait pas trop de questions. Ma gorge se serra. L'application, cette petite révolution technologique sur laquelle Marc et moi avions passé 2 ans de notre vie. Un système de chiffrement révolutionnaire que nous pensions destiné aux journalistes et aux militants des droits de l'homme dans les pays oppressifs, mais qui pouvait tout aussi bien servir à vous l'utilisez pour communiquer avec les sources dans l'affaire Beaumont. Dis-je d'une voix blanche. Camille hocha la tête. Entre autres choses, Julien quitta son poste d'observation et s'approcha de nous. Thomas, il faut que vous compreniez l'ampleur de ce qui se joue ici. Antoine Beaumont n'est pas seulement un homme d'affaires corrompu, c'est le centre d'une toile d'araignée qui s'étend jusqu'aux plus hautes sphères de l'État. Des ministres, des juges, des industriels, tous compromis, tous sous son contrôle. Et sa femme? Marianne Beaumont était comptable avant son mariage. Elle a gardé des traces, des preuves de tous les trafics de son mari. Mais elle ne peut rien révéler directement sans risquer sa vie. Alors, nous avons trouvé un autre moyen. Camille reprit la parole, sa voix se faisant plus douce. Le divorce était une couverture, Thomas. Un moyen de faire sortir légalement toutes ces informations compromettantes. Marianne accuse son mari d'adultère et de détournement de biens conjugaux. En échange, elle nous donne accès à tous les dossiers secrets. Mais pourquoi Julien? Il représente Beaumont. Un sourire amer étira les lèvres de l'homme. En apparence seulement. En réalité, je sabote sa défense depuis le début. Chaque stratégie que je propose à Beaumont est immédiatement transmise à Camille. Nous jouons une partie d'échecs où notre adversaire ignore que nous connaissons tous ses mouvements à l'avance. Le puzzle se reconstituait peu à peu dans mon esprit. Mais il restait une pièce qui ne s'emboîtait pas. Pourquoi moi? Pourquoi avoir détruit votre couple, notre vie, pour cette affaire? Camille détourna le regard. Quand elle le releva, ses yeux étaient brillants de larmes. Parce que nous avions besoin de votre technologie, mais aussi parce que Beaumont nous surveillait de trop près. Il fallait que notre relation paraisse authentique, que notre collaboration semble naturelle. Tu veux dire que... Ma voix se brisa. Que tout était faux? Nos 3 années ensemble? Tes je t'aime? Nos projets d'avenir? Elle ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, j'y lus quelque chose qui me fit plus mal que tous les mensonges du monde. De la pitié. Au début, oui, tout était calculé. M'étonna. Parce que Beaumont nous surveillait de trop près. Il fallait que notre relation paraisse authentique, que notre collaboration semble naturelle. Elle tendit la main vers moi, mais je reculai instinctivement. Avec le temps, mes sentiments sont devenus réels.
Je ne m'attendais pas à tomber amoureuse de toi. Ce n'était pas prévu dans le plan. Alors pourquoi Julien? Pourquoi cette trahison? Julien prit la parole, sa voix chargée de culpabilité. Parce que Beaumont a découvert notre petit jeu il y a 3 mois. Il nous fait chanter tous les deux. Si nous ne lui donnons pas accès à votre technologie de cryptage, il révèle tout. Camille perd sa carrière, je perds ma famille et Marianne. Il n'eut pas besoin de finir sa phrase. Et notre liaison était un moyen de vous forcer la main, continua Camille. Beaumont pensait que si vous nous découvriez ensemble, vous seriez tellement en colère que vous accepteriez de nous vendre votre technologie par pure vengeance. Mon téléphone vibra. Un nouveau message de Marc. Thomas, les gars de Beaumont Consulting sont impatients. Ils proposent 50 millions d'euros. Où es-tu? 50 millions. Somme qui dépassait nos rêves les plus fous. Et dire que quelques heures plus tôt, j'aurais sauté de joie. Beaumont Consulting, murmurai-je. C'est une filiale de son empire? Julien et Camille échangèrent un regard lourd de sens. Thomas, dit doucement Camille. Beaumont Consulting, c'est votre racheteur. C'est comme ça qu'il compte s'emparer de votre technologie. Légalement, proprement. Et si je refuse de vendre? Il trouvera un autre moyen. Beaumont a des ressources illimitées. Des hommes dangereux. Il peut faire pression sur votre famille. Sur Marc, sur... Elle n'osa pas finir, mais le message était clair. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre. Dans la rue, une berline noire aux vitres teintées était garée en face de notre immeuble. Elle n'était pas là ce matin. Ils sont déjà là, constatai-je avec un calme qui me surprit moi-même. Julien rejoignit à la fenêtre. Merde, il faut partir. Maintenant. Où ça? Et pour aller où? Camille se leva à son tour et ouvrit l'armoire. Elle en sortit un sac de voyage déjà préparé. Depuis quand était-il là? J'ai un plan B, dit-elle. Un endroit où nous pourrons être en sécurité le temps de réfléchir. Nous, Thomas, que tu le veuilles ou non, tu fais partie du jeu maintenant. Ces photos dans ton téléphone sont devenues l'élément central de l'affaire. Si Beaumont les récupère, il peut faire chanter Marianne et nous détruire tous. Si nous les gardons, nous avons une chance de l'abattre définitivement, termina Julien. Mon téléphone sonna. Cette fois, c'était un numéro que je ne connaissais pas. Monsieur Moreau? Une voix de femme, élégante, avec un léger accent du Sud. Marianne Beaumont à l'appareil. Je crois que nous devons nous rencontrer de toute urgence. Camille et Julien se figèrent. Ce n'était manifestement pas prévu dans leur plan. Madame Beaumont, taisez-vous et écoutez-moi bien. Mon mari sait que vous avez ces photos. Il sait aussi que Camille et Julien travaillent pour moi. Dans exactement 15 minutes, ces hommes vont monter chez vous. Si vous voulez survivre à cette histoire, rendez-vous au Père-Lachaise, section 97, devant la tombe de Molière. Venez seul. Je ne peux pas abandonner. Monsieur Moreau, sa voix se fit plus dure. Camille Roussel n'est pas celle que vous croyez. Son vrai nom est Camille Dubois, et elle travaille pour mon mari depuis le début. Tout ce qu'elle vous a dit ces dernières minutes est un mensonge destiné à vous manipuler une fois de plus. Le monde s'écroula une seconde fois sous mes pieds. Je tournai la tête vers Camille qui était devenue livide. « C'est faux, murmura-t-elle. Thomas, ne l'écoute pas. Demandez-lui de vous montrer son vrai passeport, continua Marianne Beaumont. Demandez-lui pourquoi elle a un tatouage représentant un serpent sur l'épaule droite, alors qu'elle vous a toujours dit détester les tatouages. Demandez-lui combien d'hommes elle a séduits avant vous pour le compte de mon mari. Mes jambes vacillèrent. Le tatouage. Je l'avais vu une fois, par hasard, quand elle sortait de la douche. Elle m'avait dit que c'était une erreur de jeunesse qu'elle voulait faire effacer. Mais c'était effectivement un serpent. Un serpent qui mordait sa propre queue. 15 minutes, monsieur Moreau. Votre vie en dépend. La communication se coupa. Dans le silence qui suivit, je fixais Camille avec des yeux neufs. Tout prenait un sens différent. Sa perfection un peu trop calculée. Sa façon de toujours savoir exactement quoi dire. Ses absences inexpliquées qu'elle justifiait par son travail. Ses appels qu'elle prenait en sortant de la pièce. Thomas. Sa voix était devenue suppliante. Je peux tout expliquer. Mais Julien l'interrompit brutalement. Ça suffit, Camille. Le plan a échoué. Il faut passer au plan C. Il sortit un pistolet de sa veste et le pointa vers moi. Je suis désolé, Thomas. Mais vous ne pouvez pas sortir d'ici vivant. Camille poussa un cri. Non.
Julien, nous avions dit pas de violence. Les choses ont changé. Beaumont nous a donné des ordres clairs. Si Moreau refusait de coopérer, nous devions l'éliminer. Mes yeux passaient de larmes au visage de l'homme qui, quelques minutes plus tôt, faisait l'amour à ma femme, dans mon lit. Était-ce également planifié? Cette mise en scène destinée à me choquer, à me déstabiliser? Vous travaillez tous les deux pour Beaumont depuis le début, dis-je avec une soudaine clarté. Il n'y a jamais eu de complot contre lui. C'est lui qui tire les ficelles. Julien sourit, mais son sourire était triste. Vous êtes plus intelligent que nous le pensions. Oui, Thomas. Tout était orchestré par Antoine. La rencontre avec Camille, le développement de votre technologie, même cette liaison qui devait vous pousser à nous rendre votre entreprise par dépit. Mais Marianne Beaumont travaille aussi pour son mari. Leur divorce est bidon. Un moyen de détourner l'attention pendant qu'Antoine rachète discrètement toutes les technologies sensibles du marché français. Camille s'approcha de moi, les larmes aux yeux. Thomas, je suis désolé. Mes sentiments pour toi sont réels, je te le jure, mais nous n'avions pas le choix. Il y a toujours le choix, répondis-je en reculant vers la porte. C'est alors que j'entendis des bruits de pas dans l'escalier. Plusieurs hommes montaient rapidement vers notre étage. Julien tendit l'oreille et pâlit. Ils sont en avance, merde. Qui ça? Demandai-je. Les hommes de Marianne, répondit Camille. Elle ne travaille pas pour Antoine. Elle le fait chanter, lui aussi. Et nous sommes pris entre deux feux. La porte d'entrée explosa sous les coups de bélier. Dans la confusion qui suivit, je ne sais toujours pas comment j'ai réussi à m'échapper. Julien avait lâché son arme pour se précipiter vers la fenêtre. Camille hurlait des ordres contradictoires. Des voix d'hommes en français et dans une langue que je ne reconnaissais pas résonnaient dans l'escalier. Je me glissais par la porte de service qui donnait sur l'escalier de secours et dévalais les marches 4 à 4. Derrière moi, j'entendais des coups de feu. Une fois dans la rue, je courus sans me retourner, le cœur battant à tout rompre, mon téléphone serré dans ma main comme un talisman dérisoire. Ces 3 photos allaient me coûter la vie. Mais pour la première fois depuis des heures, j'avais un plan. J'allais découvrir qui était vraiment Marianne Beaumont et pourquoi elle seule semblait détenir les clés de cette vérité qui m'échappait encore. Le Père-Lachaise n'était qu'à 20 minutes à pied. Avec un peu de chance, j'y arriverais vivant. Chapitre 3. Dans le labyrinthe des morts. Les vivants révèlent leurs secrets les plus sombres. Avez-vous déjà couru pour sauver votre vie dans les rues de Paris un mardi après-midi? Moi, Thomas Moreau, j'ai découvert que la peur transforme la ville-lumière en un terrain de chasse, où chaque passant peut être un ennemi, chaque ruelle une embuscade mortelle. Les 20 minutes qui me séparaient du Père-Lachaise devinrent le marathon le plus terrifiant de mon existence. Je zigzaguais entre les voitures. Sautais par-dessus les barrières du métro, me faufilais dans les galeries commerciales. Derrière moi, j'entendais parfois le vrombissement d'une moto qui se rapprochait trop ou le claquement de portières qui s'ouvraient avec une synchronisation suspecte. Paranoïa ou réalité? Impossible à dire. Dans mon état, une grand-mère avec son caddie pouvait être un agent de Beaumont déguisé. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Marc qui s'inquiétait de mon absence au rendez-vous. Ma mère qui voulait savoir si j'allais mieux. Et surtout, des numéros inconnus qui raccrochaient dès que je décrochais, comme des chasseurs qui testent si leur proie est encore vivante. En arrivant rue du Repos, je ralentis pour reprendre mon souffle. Le cimetière du Père-Lachaise s'ouvrait devant moi comme un refuge de pierre et de silence. Ironique, pensais-je, de chercher la sécurité parmi les morts quand les vivants vous veulent du mal. Je montrai ma carte d'identité au gardien qui me laissa passer sans un regard. Première bonne nouvelle de la journée, il ne semblait pas avoir reçu l'ordre de m'arrêter. La section 97 se trouvait dans la partie ancienne du cimetière, là où les tombes se dressent comme de petites maisons bourgeoises, habitées par l'éternité. Marianne Beaumont m'attendait devant la tombe de Molière, exactement comme convenu. Mais en la voyant, je compris immédiatement que cette femme n'était pas celle que j'avais imaginée. Grande, élégante, la cinquantaine rayonnante. Elle portait un manteau Chanel et des lunettes de soleil malgré le ciel gris de novembre. Mais ce qui me frappa le plus, c'était son assurance. Cette femme n'avait rien d'une victime terrifiée par un mari violent. Elle irradiait le pouvoir et l'intelligence froide. « Monsieur Moreau, dit-elle, en me voyant approcher, vous êtes ponctuel,
C'est bien. Madame Beaumont, Appelez-moi Marianne. Nous allons être amenés à nous côtoyer davantage. Alors autant faire tomber les barrières protocolaires. Elle me tendit une main gantée que je serrai avec méfiance. Vous avez des questions, c'est normal. Asseyons-nous. Elle désigna un banc de marbre face au tombeau. Je m'assis à côté d'elle, tous mes sens en alerte. Première question. Est-ce que Camille travaille pour vous ou pour votre mari? Un sourire énigmatique étira ses lèvres. Camille travaille pour elle-même, monsieur Moreau. Comme nous tous, finalement. Elle a été recrutée par Antoine il y a 4 ans pour vous séduire et s'emparer de votre technologie. Mais les choses ont évolué. Comment ça? Camille est tombée amoureuse de vous. Vraiment amoureuse. Cela n'était pas prévu dans le plan de mon mari. Une femme amoureuse devient imprévisible, incontrôlable. Alors il a dû s'adapter. Elle sortit de son sac une tablette qu'elle alluma. L'écran affichait des photos de surveillance. Camille et Julien dans différents lieux, à différents moments. Un café, un hôtel, un parking souterrain. Leur liaison a commencé il y a 6 mois. Pas par passion, mais par nécessité. Antoine avait découvert les sentiments de Camille pour vous. Il l'a menacée. Soit elle vous trahissait publiquement en couchant avec Julien, soit il vous faisait assassiner. Mes poings se serrèrent. Elle aurait pu me prévenir, tout m'expliquer. Et risquer votre vie? Non, Thomas. Camille vous aime assez pour accepter que vous la détestiez, pourvu que vous restiez vivant. Cette révélation me bouleversa plus que je ne voulais l'admettre. Toute ma colère, toute ma haine des dernières heures se transformait en une compassion douloureuse. Mais vous, madame, Marianne, quel est votre rôle dans cette histoire? Elle retira ses lunettes de soleil, révélant des yeux d'un bleu glacier qui me firent frissonner. Je suis ce qu'on appelle un agent dormant. Comment? Cela fait 15 ans que je suis marié à Antoine Beaumont. 15 ans que je collecte des preuves de ses crimes. 15 ans que je prépare sa chute. Vous travaillez pour qui? La police? Les services secrets? Pour moi-même et pour toutes les familles qu'il a détruites. Elle fit défiler d'autres images sur sa tablette. Des photos de chantiers, de contrats, de virements bancaires. Mon père était entrepreneur en bâtiment. Une petite entreprise familiale dans le Var. En 1998, Antoine a voulu racheter son terrain pour construire un complexe hôtelier. Mon père a refusé. 3 mois plus tard, il mourait dans un accident de chantier. Un accident très opportun. Sa voix resta parfaitement contrôlée, mais je sentais la rage froide qui couvait dessous. J'ai mis 10 ans à approcher Antoine, à le séduire, à le convaincre de m'épouser. Et depuis, je documente chacun de ses crimes, chacune de ses corruptions, chacun de ses meurtres. Ces meurtres? Antoine Beaumont a fait tuer au moins 12 personnes en 20 ans. Des journalistes, des juges, des entrepreneurs récalcitrants. Toujours maquillés en accident ou en suicide. Mon sang se glaça. Dans quel enfer étais-je tombé? Et maintenant, vous voulez utiliser mes photos pour le faire tomber? Vos photos sont importantes, mais elles ne sont qu'un élément du puzzle. Le vrai trésor, Thomas, c'est votre technologie de cryptage. Elle rangea sa tablette et me fixa intensément. Antoine veut racheter votre start-up pour 2 raisons. D'abord, pour sécuriser ses communications illégales. Ensuite, pour empêcher que cette technologie tombe entre les mains de ses ennemis. Car voyez-vous, plusieurs services de renseignement européens s'intéressent à votre travail. Quels services? Les Français, bien sûr, mais aussi les Allemands, les Britanniques et même les Américains. Votre système de chiffrement est révolutionnaire. Il pourrait protéger les communications des dissidents du monde entier. Ou, au contraire, permettre aux criminels de communiquer en toute impunité. Je commençais à comprendre l'ampleur du problème. Ma petite invention, née d'un désir naïf de protéger la liberté d'expression, était devenue un enjeu géopolitique. Que voulez-vous que je fasse? Que vous me fassiez confiance et que vous m'aidiez à détruire Antoine Beaumont une bonne fois pour toutes. Elle se leva et fit quelques pas entre les tombes. J'ai préparé un plan, Thomas. Un plan qui nécessite votre collaboration, celle de Camille et même celle de Julien. Julien travaille pour votre mari. Julien travaille pour celui qui le paye le mieux et qui menace le moins sa famille. Jusqu'à présent, c'était Antoine, mais les choses peuvent changer. Mon téléphone vibra. Un message de Marc. Thomas, les investisseurs partent dans 1 heure. Si tu ne viens pas maintenant, on perd l'affaire du siècle. Marianne avait lu par-dessus mon épaule.
Répondez-lui que vous acceptez le rendez-vous. Mais ne signez rien. Dites-leur que vous avez besoin de 48 heures pour réfléchir. Pourquoi? Parce que dans 48 heures, Antoine Beaumont sera mort. Ces mots me firent l'effet d'une gifle. Vous voulez le tuer? Je veux qu'il meure, Thomas. Nuance importante. Et vous allez m'aider. Je ne suis pas un assassin. Non. Mais vous êtes la clé qui permettra de l'atteindre. Elle revint s'asseoir près de moi, et pour la première fois, son masque de femme de glace se fissura légèrement. Antoine a une faiblesse, Thomas. Une seule. Il ne supporte pas d'être humilié publiquement. Toute sa vie, il a construit une image d'homme respectable, de philanthrope, de patriarche aimant. Si cette image s'effondrait, il craquerait, il commettrait une erreur fatale, et nous serons là pour l'exploiter. Elle sortit de son sac une clé USB qu'elle me tendit. Tout est là-dedans. 15 ans de preuves, de documents, d'enregistrements. Mais pour que cela soit recevable devant un tribunal, il faut que les autorités aient une raison légale de s'intéresser à Antoine. Et cette raison, ce serait un scandale public impliquant sa femme, son avocat et un brillant informaticien détenteur d'une technologie sensible. Un scandale qui obligerait la justice à ouvrir une enquête approfondie. Le plan commençait à prendre forme dans mon esprit. Un plan diabolique d'une intelligence glaçante. Vous voulez que je révèle publiquement l'affaire, les photos, les mensonges? Exactement. Mais pas n'importe comment. Il faut que cela ressemble à la vengeance d'un homme trompé qui décide de tout balancer. Crédible, authentique, émouvant. Et Camille dans tout ça. Camille jouera son rôle. La femme adultère rattrapée par ses mensonges. Elle risque sa carrière, sa réputation. Mais elle sera vivante. Et si votre mari décide plutôt de nous éliminer tous? Le sourire de Marianne redevint glacial. C'est là qu'interviennent mes amis des services spéciaux. Ils protégeront les témoins clés de cette affaire. Du moins, tant qu'ils leur seront utiles. Une sirène retentit au loin. Marianne consulta sa montre. Il faut y aller, Thomas. Nos équipes respectives nous cherchent. Nos équipes? Antoine a lâché ses chiens. Mais j'ai aussi les miens. Cette guerre souterraine dure depuis des années. Aujourd'hui, grâce à vous, elle va enfin se terminer. Nous nous levâmes ensemble. Au moment de nous séparer, elle posa sa main sur mon bras. Thomas, je vais vous demander quelque chose de très difficile. Ce soir, vous devez retrouver Camille. Faire semblant de lui pardonner. Et coucher avec elle. Pardon? Antoine va la faire surveiller. Il faut qu'il croie que vous êtes réconciliés. Que vous avez gobé son histoire d'amour contrariée. C'est le seul moyen qu'elle reste en vie assez longtemps pour nous aider. Mon estomac se noie. Je ne peux pas. Pas après tout ce qui s'est passé. Vous le pouvez, Thomas, et vous le devez. Parce que sinon, dans 24 heures, Camille sera au fond de la Seine avec une balle dans la tête. Elle me remit un autre téléphone. Un modèle basique sans connexion Internet. Utilisez uniquement celui-ci pour me contacter. Le numéro de Camille est déjà enregistré. Elle attend votre appel. Comment puis-je vous faire confiance? Comment savoir que vous n'êtes pas en train de me manipuler vous aussi? Pour toute réponse, elle sortit une photo de sa poche. Une photo jaunie qui montrait un homme d'une 50aine d'années devant un chantier. Il souriait à l'objectif, heureux, insouciant. Mon père, 3 jours avant sa mort. Regardez bien ses yeux, Thomas. Ce sont les mêmes que les miens. Et ils n'ont jamais menti. Elle tourna les talons et s'éloigna entre les tombes, me laissant seul avec mes doutes et mes peurs. En regardant cette photo, je sus qu'elle disait la vérité. Cette femme avait consacré sa vie entière à une vengeance patiente et méthodique. Elle était probablement plus dangereuse qu'Antoine Beaumont lui-même. Mais elle était aussi mon seul espoir de sortir vivant de cette histoire. Je sortis le téléphone qu'elle m'avait donné et composai le numéro de Camille. Elle décrocha à la première sonnerie. « Thomas? Mon Dieu, tu vas bien? Où es-tu? » Dans un hôtel près de Bastille. Julien a été blessé dans la fusillade. Mais il va s'en sortir. Thomas, il faut qu'on se voie. Il y a tellement de choses à t'expliquer. Sa voix me fit l'effet d'un poignard dans le cœur. Cette femme que j'avais aimée, cette femme qui m'avait menti pendant 3 ans, cette femme qui risquait sa vie pour me protéger. Donne-moi l'adresse. Tu viens vraiment? Oui. Mais Camille? Oui. Cette fois, pas de mensonge. Plus jamais de mensonge. Un silence. Puis sa voix, brisée par les larmes, plus jamais, Thomas. Je te le promets. En raccrochant, je réalisais que je venais de faire une promesse que je ne pourrais peut-être pas tenir. Car dans ce jeu mortel,
où tous les coups étaient permis, la vérité elle-même était devenue une arme, et j'allais devoir apprendre à m'en servir. Chapitre 4. Les retrouvailles les plus dangereuses sont celles où l'amour et la mort dansent ensemble. Connaissez-vous cette sensation étrange qui vous saisit quand vous vous apprêtez à revoir la personne que vous avez le plus aimée au monde, en sachant qu'elle pourrait aussi être celle qui causera votre perte? Moi, Thomas Moreau, je l'ai découverte ce soir-là, dans l'ascenseur grinçant d'un hôtel miteux du 11e arrondissement. Montant vers une chambre où m'attendait une femme que je ne savais plus si je devais embrasser ou fuir. L'hôtel des Trois Nations avait connu des jours meilleurs. Peut-être vers 1970. La moquette rouge sang du couloir était usée jusqu'à la corde, et l'odeur de tabac froid imprégnait les murs comme un parfum de nostalgie rance. Chambre 237. Je frappai 3 coups, comme convenu. C'est moi. La porte s'ouvrit immédiatement. Camille se tenait là, dans une robe de chambre d'hôtel trop grande pour elle, les cheveux détachés, les yeux rougis par les larmes ou la fatigue. Elle était plus belle que jamais, et cette beauté me fit mal. Thomas. Elle tendit la main vers moi, hésita, puis la laissa retomber. Nous nous regardâmes en silence pendant quelques secondes qui parurent éternelles. Entre, s'il te plaît. La chambre était petite, fonctionnelle, déprimante. Un lit double au drap froissé, une télévision cathodique. Une fenêtre donnant sur une cour intérieure où séchait du linge de pension de famille. Sur la table de chevet, je remarquai un pistolet. Détail qui ne m'échappa pas. « C'est pour notre protection », dit-elle en suivant mon regard. « Il s'est passé des choses terribles après ton départ. Raconte-moi. » Elle s'assit sur le lit, moi dans l'unique fauteuil. Cette distance physique était nécessaire. Si elle me touchait maintenant, je ne répondrais plus de rien. Les hommes qui ont fait irruption dans notre appartement n'étaient pas ceux de Marianne, commença-t-elle d'une voix lasse. C'étaient des tueurs à gages engagés par Antoine. Il avait décidé de nettoyer. Julien et moi, nous devions mourir dans ce qui aurait ressemblé à un crime passionnel. L'amant jaloux qui tue sa maîtresse avant de retourner l'arme contre lui. Mais vous avez survécu. Grâce à Julien, il connaissait l'existence de cette porte de service. Nous avons réussi à nous échapper, mais il a pris une balle dans l'épaule. Où est-il maintenant? À l'hôpital Tenon, sous un faux nom. Il va s'en sortir. Mais, elle marqua une pause, cherchant ses mots. Mais il a craqué, Thomas. La pression, les menaces, le sang. Julien n'est pas un homme de terrain. C'est un avocat bourgeois qui s'est retrouvé pris dans un engrenage qui le dépasse. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a tout avoué à la police. L'affaire Beaumont. Les corruptions, notre collaboration. Tout. Mon sang se figea. Il vous a dénoncé? Il nous a tous dénoncés, Thomas. Toi y compris. Je me levai d'un bond. Quoi? Il a raconté que tu étais complice depuis le début, que ta start-up était une couverture pour blanchir l'argent de Beaumont, que tes technologies servaient à crypter les communications de son réseau criminel. Mais c'est faux, complètement faux. Je sais. Mais Julien était dans un état de panique totale. Il mélangeait tout, inventait des détails pour se donner de l'importance, pour négocier sa protection. Je me mis à faire les 100 pas dans la petite chambre. Et la police l'a cru? En partie. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi. Tu es officiellement recherché pour complicité de corruption, blanchiment d'argent et association de malfaiteurs. Mes jambes se dérobèrent. Je me laissai tomber dans le fauteuil, la tête entre les mains. Ma vie est finie. Non, Thomas. Il y a encore un moyen de s'en sortir. Sa voix avait pris une intonation que je ne connaissais pas, quelque chose entre la détermination et le désespoir. Marianne t'a contacté, n'est-ce pas? Je relevai la tête, surpris. Comment tu le sais? Parce qu'elle m'a appelé juste après toi. Elle veut qu'on travaille ensemble. Tu lui fais confiance? Camille se leva et alla à la fenêtre. Dans la cour, une femme étendait des draps blancs qui claquaient dans le vent comme des fantômes. Marianne Beaumont est la femme la plus dangereuse que j'ai jamais rencontrée, dit-elle lentement. Plus dangereuse qu'Antoine, plus intelligente, plus impitoyable. Mais elle est aussi notre seule chance. Explique-moi. Elle se retourna vers moi et je lus dans ses yeux une résolution qui me fit froid dans le dos. Elle ne veut pas seulement détruire Antoine. Elle veut prendre sa place.
Sa place? L'Empire Beaumont, Thomas. Des milliards d'euros, des réseaux dans toute l'Europe, des connexions politiques au plus haut niveau. Marianne a passé 15 ans à étudier ce système de l'intérieur. Elle sait exactement comment il fonctionne. Et elle nous propose quoi en échange de notre aide? La survie et une part du gâteau. Camille revint s'asseoir sur le lit, plus près de moi cette fois. Thomas, nous sommes dans une situation impossible. La police nous recherche, Antoine veut nous tuer, et nous n'avons aucun endroit où nous cacher. Marianne nous offre une protection en échange de nos services. Quel service? Ta technologie, mon réseau dans la magistrature, les informations de Julien. Julien est à l'hôpital. Plus maintenant. Elle sortit son téléphone et me montra un message reçu il y a 1 heure. Julien Mercier retrouvé mort dans sa chambre d'hôpital. Suicide apparent. Une lettre d'adieu détaillée. Le choc me coupa le souffle. Mon Dieu! Ce n'était pas un suicide, Thomas. Marianne a fait nettoyer. Julien en savait trop et était devenu incontrôlable. Et elle nous dit ça comme ça, sans se cacher, pour nous faire comprendre qu'elle ne plaisante pas, que nous sommes soit ses alliés, soit ses prochaines victimes. Je me levai à nouveau, le besoin de bouger étant plus fort que tout. Camille, tu te rends compte de ce que tu dis? Cette femme vient de tuer un homme de sang-froid et tu veux qu'on s'associe avec elle? Julien était déjà mort, Thomas. Dès l'instant où il a parlé à la police, son sort était scellé. Marianne n'a fait qu'accélérer les choses. Et sa mort nous rend service. Comment ça? Sa lettre de suicide contient une rétractation complète. Y avoue avoir menti sur ton compte par jalousie et désespoir. Il disculpe ta start-up de tout soupçon de complicité avec Beaumont. Malgré moi, je ressentis un soulagement immense. Le mandat d'arrêt sera levé demain matin. Tu pourras reprendre ta vie normale. Normale? Je faillis éclater de rire. Tu trouves ça normal, toi, qu'un homme meure pour arranger nos affaires? Camille me fixa avec une intensité troublante. Thomas, veux-tu que je te dise ce qui est normal? Normal, c'est ce qui arrive aux gens qui refusent de jouer le jeu de Beaumont. Normal, c'est mon père qui meurt d'un cancer à 45 ans parce que l'amiante de ses chantiers n'était pas aux normes. Normal, c'est ma sœur qui perd sa maison parce que la banque complice de Beaumont lui a vendu un crédit toxique. Normal, c'est tous ces morts anonymes. Toutes ces familles détruites pendant qu'Antoine boit son champagne dans ses palaces. Elle s'était levée et s'approchait de moi, les yeux brillants de colère. Alors oui, Thomas, je trouve normal que Julien soit mort. Et je trouve normal qu'on s'associe avec le diable lui-même si c'est le prix à payer pour que justice soit rendue. Tu n'avais jamais parlé de ton père, ni de ta sœur. Elle s'arrêta net, comme si elle réalisait soudain ce qu'elle venait de révéler. Il y a beaucoup de choses sur moi que tu ne sais pas. Ton vrai nom, par exemple? Camille Dubois. Un sourire amer étira ses lèvres. Marianne t'a bien renseigné. Oui, mon vrai nom est Camille Dubois. Camille Roussel était une identité créée pour me rapprocher de toi. Pourquoi Dubois? Parce que c'est le nom de mon père, l'entrepreneur que Beaumont a tué il y a 15 ans. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Tu es la fille de l'homme dont Marianne m'a parlé? Nous sommes sœurs, Thomas. Cette révélation me fit l'effet d'un coup de massue. Sœur? Marianne Dubois était déjà mariée avec Antoine quand papa est mort. Elle enquêtait déjà sur lui, mais elle avait besoin d'aide. Quelqu'un de jeune, de brillant, capable de s'infiltrer dans des milieux qu'elle ne pouvait pas approcher. Elle t'a recruté? Elle m'a sauvé la vie. Après la mort de papa, j'étais devenu incontrôlable. Alcool, drogue, petite délinquance, j'allais finir par me tuer. Marianne m'a offert une raison de vivre, la vengeance. Camille s'assit sur le lit et me tendit la main. Assieds-toi près de moi, Thomas, s'il te plaît. J'hésitais, puis je la rejoignis, maintenant une distance prudente entre nous. Ces 3 années avec toi ont été les plus belles de ma vie, dit-elle doucement. Au début, oui, c'était juste une mission. Te séduire, t'étudier, préparer le terrain. Mais très vite, mes sentiments sont devenus réels. Quand? Le soir où tu m'as préparé ce dîner catastrophique pour nos 3 mois de relation. Tu avais brûlé le poulet, fait exploser la sauce, et tu étais si mortifié que tu voulais commander des pizzas. Mais tu avais mis ton plus beau costume, allumé des bougies, choisi du bon vin. Tu avais fait de ton mieux par amour pour moi. Ce soir-là, j'ai su que j'allais avoir du mal à te trahir. Je me souvenais de ce dîner, l'un de nos premiers fous rires ensemble. Mais tu l'as fait quand même.
J'ai essayé de concilier les deux, mon amour pour toi et ma mission. Pendant des mois, j'ai transmis à Marianne des informations inoffensives sur ton travail, des détails techniques qui ne pouvaient pas te porter préjudice. J'espérais que ça suffirait. Mais ça n'a pas suffi. Non, Antoine s'impatientait. Il voulait ta technologie et vite. Alors Marianne a imaginé ce plan avec Julien. Me faire surprendre avec lui pour te pousser à nous vendre ton entreprise par dépit. Un plan qui a foiré. Complètement. Parce que ni Marianne ni moi n'avions prévu que tu prendrais ces photos, ni que Beaumont réagirait aussi violemment. Mon téléphone sonna. Le téléphone de Marianne. Je décrochai. Thomas, où en êtes-vous avec Camille? Je regardais la femme assise près de moi. Cette femme que j'avais aimée, haïe, et que je commençais peut-être à comprendre. Nous parlons. Parfait. Écoutez-moi bien tous les deux. La situation vient de changer radicalement. Je mis le haut-parleur pour que Camille puisse entendre. Antoine sait que Julien est mort. Il sait aussi que ce n'était pas un suicide. Il se doute que je suis derrière tout ça. Dans quelques heures, il va lancer une offensive générale contre nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre petite guerre souterraine va devenir très publique très rapidement. Thomas, avez-vous eu le temps de réfléchir à ma proposition? Je regardais Camille. Elle me fixait avec une intensité suppliante. J'ai besoin d'une garantie, dis-je enfin. Laquelle? Si j'accepte de vous aider, Camille ne risque plus rien. Jamais. Quoi qu'il arrive. Accordé. Et je veux rencontrer vos contacts dans les services spéciaux. Je veux savoir exactement pour qui je travaille. Un silence. Puis, très bien, demain matin, 8 heures, café de Flore. Demandez Georges. Il vous expliquera tout. Et cette nuit, vous disparaissez. Tous les deux. Je vous envoie une adresse par SMS. Un lieu sûr où vous pourrez réfléchir tranquillement à votre avenir. La communication se coupa. Camille et moi nous regardâmes en silence. Tu es sûr de vouloir faire ça? Me demanda-t-elle. Non, mais je suis sûr de ne pas vouloir te perdre une deuxième fois. Elle se rapprocha de moi. Nos visages n'étaient plus qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Thomas, si nous faisons ça, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Nous serons liés à Marianne et à ses plans pour toujours. Je sais. Et il y a autre chose que tu dois savoir avant qu'on aille plus loin. Quoi? Marianne ne compte pas seulement prendre la place d'Antoine. Elle compte le faire en épousant quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus jeune, de plus brillant, qui pourrait donner une image moderne à l'Empire Beaumont. Mon cœur s'arrêta de battre. Thomas, elle veut t'épouser. Dans le silence qui suivit cette révélation, je réalisais que j'étais tombé dans un piège encore plus sophistiqué que tout ce que j'avais imaginé. Ces photos dans mon téléphone, loin d'être le déclencheur du drame, n'en étaient qu'un élément parmi d'autres dans un plan ourdi depuis des années. Et moi, Thomas Moreau, petit informaticien naïf, j'étais en passe de devenir l'héritier d'un empire bâti sur le sang et la corruption. Camille posa sa main sur ma joue. La question maintenant, c'est: est-ce que tu es prêt à devenir Antoine Beaumont pour pouvoir le détruire? Chapitre 5. Quand on danse avec le diable, c'est toujours lui qui mène la valse. Avez-vous déjà passé une nuit entière à contempler le plafond d'une chambre inconnue en vous demandant si vous alliez vous réveiller le même homme le lendemain? Moi, Thomas Moreau, j'ai découvert cette angoisse métaphysique dans un loft industriel de Belleville, allongé à côté d'une femme que j'aimais et que je ne connaissais plus. En sachant que l'aube m'apporterait peut-être ma métamorphose en monstre, l'adresse envoyée par Marianne nous avait menés dans un ancien atelier de confection reconverti en planque de luxe. Murs de briques apparentes, verrières industrielles, mobilier design. Un décor parfait pour les dernières heures d'innocence de Thomas Moreau, entrepreneur idéaliste. Camille dormait contre moi, la tête posée sur mon torse. Nous avions fait l'amour 1 heure plus tôt. Avec une passion désespérée, comme si nous cherchions à retrouver dans nos corps l'innocence que nos âmes avaient perdue. Mais même dans le plaisir, même dans l'abandon, je ne pouvais chasser de mon esprit cette phrase terrible. Elle veut t'épouser. Marianne Beaumont, cette femme glaciale qui avait orchestré la mort de Julien avec le détachement d'une joueuse d'échecs sacrifiant un pion, avait apparemment décidé de faire de moi son prochain roi. L'idée m'horrifiait autant qu'elle m'intriguait. Quel genre d'homme deviendrais-je à ses côtés? Quelle part de mon âme serais-je prête à vendre pour protéger Camille et détruire Antoine? Mon téléphone vibra discrètement sur la table de chevet. 6h47. Un message de Marc. Thomas, les médias parlent d'une fusillade dans ton quartier hier. Tu vas bien? Les investisseurs s'inquiètent. Les investisseurs. Ma start-up. Ma vie d'avant.
Tout cela me semblait appartenir à un autre homme, à une autre époque. En quelques heures, j'étais passé du statut entrepreneur prometteur à celui de fugitif, puis de témoin. Et maintenant, quoi? Héritier présomptif d'un empire criminel. Camille remua dans son sommeil, murmurant des mots que je ne comprenais pas. Dans la lumière grise de l'aube qui filtrait à travers la verrière, elle avait l'air si jeune, si fragile. Comment cette femme pouvait-elle être la sœur de Marianne? Comment pouvait-elle porter en elle la même soif de vengeance que cette tigresse aux yeux de glace? Je me levai avec précaution et me dirigeai vers la kitchenette ouverte. Faire du café, geste banal et rassurant. Maintenir l'illusion de la normalité avant de plonger définitivement dans l'abîme. « Tu ne dors pas ?» La voix de Camille me fit sursauter. Elle s'était assise dans le lit, drapée dans le drap blanc comme une déesse antique. Je réfléchis. À quoi? À la façon dont on en est arrivé là. Il y a une semaine, ma plus grande préoccupation était de savoir si notre algorithme de cryptage pouvait passer l'audit de sécurité. Maintenant, je lui tendis une tasse de café qu'elle accepta avec un sourire triste. Maintenant, tu découvres que le monde n'est pas celui que tu croyais. Le monde, peut-être, mais toi, Camille, qui es-tu vraiment? Elle but une gorgée de café, réfléchissant à sa réponse. Je suis une femme qui a perdu son père à 15 ans. Une femme qui a passé les 10 années suivantes à haïr et les 5 dernières à apprendre l'art de la vengeance auprès de la maître en la matière. Marianne, tu sais ce qu'elle m'a dit le jour où elle m'a recruté? Je secouai la tête. Elle m'a dit « Camille, tu peux choisir d'être une victime toute ta vie ou apprendre à devenir prédatrice, mais tu ne peux pas être les deux. Et tu as choisi ?» J'ai appris les langues étrangères, le droit, l'informatique, la psychologie, mais surtout, j'ai appris à mentir, à manipuler, à faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Elle posa sa tasse et vint vers moi. Sauf avec toi, Thomas. Avec toi, pendant ces 3 années, j'ai pu redevenir Camille Dubois, la vraie, celle qui aimait les films romantiques et les dimanches au lit, celle qui pleurait devant les documentaires animaliers et qui rêvait d'avoir des enfants. Et maintenant, cette Camille-là doit mourir définitivement, parce que ce qui nous attend exige une autre femme, plus dure, plus froide. Mon téléphone sonna, 7h30, l'heure de partir au rendez-vous avec Georges. « Tu viens avec moi ?» demandai-je. « Non, Marianne veut te voir seule d'abord. Moi, j'ai d'autres choses à régler. » « Quelle chose ? » Notre ancienne vie. Il faut que je retourne à l'appartement récupérer des documents et que je démissionne du cabinet. C'est dangereux. Moins que ce qui nous attend si nous ne le faisons pas. Elle s'habilla rapidement, avec cette grâce efficace que je lui avais toujours connue. En la regardant enfiler sa robe noire, lasser ses chaussures, remettre ses bijoux, j'eus l'impression de voir une actrice se préparer pour son dernier rôle. « Camille ? » ?»« Oui. Hier soir, quand nous avons fait l'amour, c'était vraiment toi ou c'était encore un jeu ?» Elle s'arrêta net, la main sur la poignée de la porte. « C'était un adieu, Thomas. Un adieu à la femme que j'ai été avec toi. » Elle sortit sans se retourner, me laissant seul avec cette phrase qui résonnait comme un glas. Le café de Flore était bondé à 8h du matin. Touristes, étudiants, habitués du quartier se mélangeaient dans un brouhaha familier. Je demandai Georges au serveur, qui me désigna d'un hochement de tête discret, un homme d'une 60aine d'années, installé en terrasse, malgré le froid de novembre. Georges avait tout du retraité parisien. Cheveux gris, lunettes de lecture, journal déployé, foulard négligemment noué. Seuls ses yeux, d'un bleu acier qui ne ratait rien, trahissaient sa véritable nature. « Monsieur Moreau, asseyez-vous. » Sa voix était douce, cultivée, avec un léger accent du sud-ouest. « Vous savez qui je suis ? Direction générale de la sécurité extérieure. J'ai passé 30 ans à surveiller les réseaux criminels européens. Antoine Beaumont est mon dossier depuis 15 ans. » Il replia son journal et commanda 2 cafés d'un geste. « Marianne vous a expliqué notre arrangement ?» En partie. Alors laissez-moi compléter. Antoine Beaumont n'est pas seulement un homme d'affaires corrompu. C'est un agent d'influence au service de plusieurs puissances étrangères, russes, chinois, quelques pays du Golfe. Il vend des informations, influence des appels d'offres publics, facilite des transferts technologies sensibles. Mon sang se figea. Un espion ? Un mercenaire. Beaumont vend ses services au plus offrant, sans aucune considération géopolitique. Votre technologie de cryptage, par exemple, intéresse beaucoup Moscou. Ma technologie ? Vous l'avez développée pour protéger les communications des dissidents.
Mais retourner les choses. Elle peut aussi servir à coordonner des attentats, organiser du trafic d'armes, planifier des cyberattaques. Georges but une gorgée de café et me fixa par-dessus sa tasse. C'est pourquoi nous ne pouvons pas laisser Beaumont mettre la main dessus. Ni lui, ni ses commanditaires étrangers. Et Marianne dans tout ça. Marianne travaille avec nous depuis 10 ans. Au début, nous pensions qu'elle était juste une épouse revancharde. Puis, nous avons compris qu'elle était beaucoup plus que ça. C'est-à-dire, une stratège exceptionnelle. Une femme capable de jouer sur plusieurs tableaux simultanément sans jamais perdre de vue son objectif final. Qui est? Georges sourit, et ce sourire me fit froid dans le dos. Devenir la femme la plus puissante d'Europe. Et accessoirement, nous livrer sur un plateau les réseaux criminels de la moitié du continent. En échange de quoi? De l'immunité. Et de notre protection pour construire son nouvel empire. Légalement, cette fois. Avec moi comme façade. Exactement, un jeune entrepreneur brillant, clean, qui donnerait une image respectable à des activités qui le seront beaucoup moins. Je repoussai ma tasse, l'estomac noué. Et si je refuse? Vous mourrez, Thomas. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain, mais vous mourrez. Beaumont a des bras longs et une mémoire d'éléphant. Il ne vous laissera jamais en paix. Et Camille mourra aussi, probablement en même temps que vous, dans un accident de voiture ou un incendie domestique. Georges se pencha vers moi, son visage devenant grave. Écoutez-moi bien, Thomas. Dans cette histoire, il n'y a que 2 issues possibles. Soit vous vous alliez avec Marianne, et vous avez une chance de survivre en devenant quelqu'un d'autre. Soit vous refusez, et vous mourrez en restant vous-même. À vous de voir quel prix vous êtes prêt à payer pour votre intégrité morale. Mon téléphone vibra. Un message de Camille. Urgence. Ils ont pris l'appartement d'assaut. Je suis en fuite. RDV au lieu prévu. Le lieu prévu? Nous n'avions prévu aucun lieu. Georges avait lu par-dessus mon épaule. C'est un piège, Thomas. Camille n'a pas envoyé ce message. Comment vous pouvez en être sûr? Parce que Camille est ici, juste derrière vous. Je me retournai. Effectivement, Camille venait d'entrer dans le café. Mais quelque chose clochait dans son attitude. Elle regardait nerveusement autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Elle ne nous a pas vus, murmura Georges. Étrange. Camille se dirigea vers le fond du café et s'installa à une table d'où elle avait vu sur l'entrée. Elle commanda quelque chose et sortit son téléphone. Mon téléphone sonna. C'était elle. Ne réponds pas, dit Georges. Pas encore. Pourquoi? Parce que je veux voir ce qu'elle fait. Camille laissa sonner longtemps, puis raccrocha. Immédiatement, elle composa un autre numéro. Elle appelle quelqu'un d'autre, observai-je. Oui, la question est qui? Nous la vîmes parler pendant quelques minutes, avec des gestes de plus en plus nerveux. Puis elle raccrocha et se dirigea vers la sortie. Suivez-la, dit Georges. Moi je prends une autre direction. Si c'est un piège, autant ne pas tomber dedans tous ensemble. Et si elle est vraiment en danger? Alors vous l'aiderez. Mais prudemment. Je sortis du café et suivis Camille à distance. Elle marchait vite, jetant régulièrement des coups d'œil derrière elle. Rue de Rennes, boulevard Saint-Germain. Puis elle s'engouffra dans la station de métro. Je la suivis dans les couloirs du métro, restant toujours à bonne distance. Elle prit la ligne 4, direction porte de Clignancourt. À Châtelet, elle changea pour la ligne 1. À Bastille, nouveau changement pour la ligne 5. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui fuit. C'était le comportement de quelqu'un qui veut semer une filature. À la station République, elle sortit enfin. Je la suivis dans le dédale des rues du 10e arrondissement. Elle s'arrêta finalement devant un immeuble haussmannien de la rue de Marseille. 3 hommes l'attendaient sur le trottoir. 3 hommes en costume sombre que je n'avais jamais vus. Mon cœur s'arrêta quand je la vis les embrasser chaleureusement, comme de vieux amis. Georges avait raison, c'était un piège. Mais un piège tendu par qui? Et pourquoi? Je sortis mon téléphone et composai le numéro de Marianne. Thomas, où êtes-vous? En train de découvrir que votre sueur nous trahit tous? Un silence, puis sa voix, plus froide que jamais. Expliquez-moi. Je lui racontai la scène. Quand j'eus terminé, elle poussa un soupir qui ressemblait à un râle d'agonie. Thomas, il faut que vous sachiez quelque chose. Camille n'est pas ma sœur. Quoi? Camille Dubois n'a jamais existé. C'est une identité que j'ai créée de toutes pièces pour cette mission. La vraie Camille. La vraie Camille est morte dans un accident de voiture il y a 5 ans. Le monde bascula autour de moi. Alors qui est la femme avec qui j'ai vécu 3 ans? Je n'en sais rien, Thomas, mais nous allons le découvrir, ensemble, en raccrochant
je réalisais que je ne connaissais vraiment personne dans cette histoire. Ni Camille, ni Marianne, ni même moi-même. Car l'homme qui était entré dans ce café 1 heure plus tôt était déjà mort. À sa place se tenait maintenant quelqu'un d'autre. Quelqu'un de plus dur, de plus méfiant. Quelqu'un qui commençait à comprendre les règles du jeu. Et qui était bien décidé à les utiliser pour survivre. Chapitre 6. La vérité est un miroir brisé. Chaque fragment reflète une réalité différente. Vous êtes-vous déjà demandé combien de mensonges un être humain peut supporter avant que son esprit ne se fragmente définitivement? Moi, Thomas Moreau, j'ai découvert ma limite ce mercredi matin, dans un café de République où chaque gorgée de mon expresso avait le goût amer de la trahison absolue. Assis à la terrasse du Procope, je surveillais l'immeuble de la rue de Marseille depuis maintenant 2 heures. Camille, ou celle qui se faisait appeler ainsi, n'était toujours pas ressortie. Les 3 hommes en costume avaient disparu, et moi, j'étais là, pathétique vigile d'une vérité qui se dérobait à chaque instant. Mon téléphone vibra. Georges. Thomas? Nous avons identifié votre fausse Camille. Qui est-ce? Sofia Petrov, nationalité russe, âgée de 28 ans, agent du SVR, les services de renseignement extérieurs russes. Ma tasse me glissa des mains et se brisa sur le carrelage. Les autres clients se retournèrent, mais je ne les voyais plus. Tout ce que je voyais, c'était le visage de la femme que j'avais aimée se superposer à celui d'une espionne étrangère. Thomas, vous m'entendez? Oui, une espionne russe, pendant 3 ans. 3 ans d'infiltration parfaite. Nous avons retrouvé sa trace. Sofia Petrov a été formée dans une école spécialisée près de Moscou. Elle parle couramment 8 langues et a étudié la psychologie comportementale à l'université d'État. Une professionnelle de haut niveau. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que les Russes peuvent bien vouloir à un petit informaticien parisien? Votre technologie de cryptage, Thomas, dans de mauvaises mains, elle pourrait servir à sécuriser les communications de tous les réseaux criminels et terroristes du monde. Les Russes la veulent, les Chinois la veulent, les Américains la veulent. Vous êtes devenu l'homme le plus recherché d'Europe sans même vous en rendre compte. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Et Marianne, elle sait qui est vraiment Camille? C'est plus compliqué que ça. Venez me rejoindre, Café de la Paix, dans 1 heure. Et Thomas? Oui. Faites attention à vous. Sofia Petrov a tué au moins 6 personnes dans sa carrière. Ne la sous-estimez jamais. Je raccrochais et restais figé sur ma chaise, l'esprit en ébullition. 3 ans de ma vie. 3 ans d'amour, de projets, de rêves partagés avec une tueuse professionnelle. Comment avait-elle réussi à jouer si parfaitement la comédie? Ces moments d'intimité, ces fous rires, ces larmes, quand nous regardions des films tristes ensemble, tout était-il calculé? Même ces orgasmes? Mon téléphone sonna. Le numéro de Marianne s'affichait, mais quand je décrochais, ce fut une autre voix qui répondit. Bonjour Thomas. Sofia. Camille. Peu importe son nom maintenant. Tu as Marianne? Marianne se porte très bien, pour l'instant. Mais cela dépend entièrement de toi. Qu'est-ce que tu veux? Te voir. Nous avons tellement de choses à nous dire, tous les deux. Je n'ai rien à te dire. Aussi Thomas, tu as énormément de choses à me dire. À commencer par les codes d'accès à ton système de cryptage. Va te faire foutre. Et Kristalla, le même que j'avais aimé pendant 3 ans. Tu sais ce que j'adore chez toi? Cette capacité à rester naïf même dans les pires situations. Tu crois vraiment que je vais te laisser partir après tout ce que tu as découvert? Les services français me protègent. Georges, ce vieil homme fatigué qui rêve encore d'une France influente sur la scène internationale? Thomas, les services français n'ont aucun pouvoir face à ce qui se joue ici. Et qu'est-ce qui se joue exactement? Une recomposition totale des équilibres européens. Ton petit système de cryptage n'est qu'un élément dans un puzzle beaucoup plus vaste. Je me levai et me mis à marcher, tentant d'échapper au regard curieux des autres clients. Explique-moi. Depuis 5 ans, plusieurs puissances travaillent à démanteler l'Union européenne de l'intérieur. La Russie, la Chine, même certains cercles américains, tous ont intérêt à voir l'Europe affaiblie, divisée. Et Antoine Gaumont? Antoine était notre homme de paille. Nous l'utilisions pour déstabiliser l'économie française, corrompre les élites, alimenter les scandales politiques. Mais Antoine est devenu trop gourmand, trop visible. Alors vous avez décidé de l'éliminer. Nous avons décidé de le remplacer par quelqu'un de plus discret, de plus manipulable. La vérité me frappa comme une gifle. Moi. Exactement.
Thomas Moreau, le brillant entrepreneur idéaliste qui deviendra progressivement le nouveau roi de l'ombre européen. Avec moi à tes côtés, naturellement. Et Marianne? Marianne était un obstacle imprévu. Cette femme est beaucoup trop intelligente et trop imprévisible pour nos plans. Nous devions nous en débarrasser. Mon sang ne fit qu'un tour. Tu l'as tuée? Pas encore. Mais cela ne saurait tarder si tu ne coopères pas. Où est-elle? Pas loin. Dans un endroit que tu connais bien. Où? Notre appartement, Thomas. Celui où nous avons été si heureux tous les deux. L'ironie de la situation me coupa le souffle. Tout avait commencé dans cet appartement du 16e. Et tout allait s'y terminer. Qu'est-ce que tu veux exactement? Que tu viennes, seul, avec les codes de ton système. Nous conclurons un accord qui arrangera tout le monde. Et si je refuse? Marianne mourra, puis ce sera le tour de ton associé Marc. Puis celui de ta mère, puis celui de tous les gens qui comptent pour toi. Tu as une famille élargie, remarquablement fournie, Thomas. La menace était claire et glaciale. J'ai besoin d'une heure. Tu as 30 minutes. Elle raccrocha. Je restais planté sur le trottoir, le téléphone à la main, les passants me contournant comme un obstacle. 30 minutes pour décider de mon avenir. 30 minutes pour choisir entre ma conscience et la survie de tous ceux que j'aimais. Je composais le numéro de Georges. Thomas? J'allais vous appeler. Nous avons un problème. Lequel? Marianne a disparu. Ces hommes l'ont trouvée ce matin. Ils pensent que Sophia l'a enlevée. Je sais, elle veut que je vienne la récupérer. C'est un piège évident. Je sais ça aussi. Un silence. Puis Georges reprit, sa voix plus grave. Thomas, il faut que vous sachiez autre chose. Nous avons analysé votre technologie de cryptage avec nos experts. Et elle contient une porte dérobée. Mon cœur s'arrêta. Comment ça, une porte dérobée? Une faille volontairement intégrée dans le code qui permet à celui qui la connaît de décrypter n'importe quel message. Quelqu'un a saboté votre travail de l'intérieur. Marc, mon associé, mon ami depuis l'université. L'homme en qui j'avais une confiance absolue. Marc travaille pour eux? Depuis le début, probablement. Votre start-up n'était qu'une couverture pour développer un outil d'espionnage de masse déguisé en système de protection. Je me laissais tomber sur un banc public, les jambes coupées. Tout était faux, absolument tout. Pas tout, Thomas. Votre génie informatique, lui, est bien réel. C'est pourquoi ils ont tous besoin de vous. Pourquoi faire? Pour corriger la faille, pour créer une vraie version impénétrable de votre système. Mais cette fois, ils veulent être les seuls à la posséder. Mon téléphone vibra. Un message de Sophia. Plus que 20 minutes, Marianne commence à s'impatienter. Je me levai, soudain animé d'une détermination froide. Georges, j'ai une idée, mais j'aurai besoin de votre aide. Je vous écoute. Pouvez-vous pirater le système de surveillance de mon immeuble? Probablement. Pourquoi? Parce que je vais donner à Sophia exactement ce qu'elle veut, mais pas de la façon qu'elle imagine. Je lui expliquai mon plan. Quand j'eus terminé, il resta silencieux pendant de longues secondes. C'est complètement fou, Thomas. Vous avez une meilleure idée? Non. Et c'est bien ça le problème. Alors on fait comme ça? On fait comme ça. Mais Thomas? Oui? Si ça tourne mal, vous n'aurez aucune chance. Sophia Petrov est une tueuse professionnelle. Je sais, mais moi j'ai quelque chose qu'elle n'a pas. Quoi donc? 3 ans de souvenirs avec elle. Je connais ses habitudes, ses réflexes, ses faiblesses. Elle m'a peut-être menti sur tout, mais son corps, lui, ne peut pas mentir. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que Camille Roussel n'existe peut-être pas, mais la femme qui a partagé mon lit pendant 3 ans a laissé des traces, des automatismes, des gestes involontaires qu'elle ne peut pas contrôler. Et vous comptez exploiter ça? Exactement. En raccrochant, je réalisais que j'étais en train de devenir exactement ce que cette histoire avait fait de tous ses protagonistes. Un manipulateur. Un homme capable d'exploiter l'intimité la plus profonde pour arriver à ses fins. Peut-être était-ce cela, finalement, la vraie malédiction de cette affaire. Non pas de nous tuer physiquement, mais de tuer la meilleure part de nous-mêmes. Je regardais ma montre. 15 minutes. Il était temps d'aller affronter le mensonge de ma vie, en espérant en sortir vivant, et en espérant surtout que l'homme qui en sortirait ressemblerait encore, ne serait-ce qu'un peu, à Thomas Moreau. Chapitre 7. Dans le grand théâtre de la trahison, le rideau tombe toujours sur des cadavres. Connaissez-vous cette sensation étrange qui vous prend quand vous remontez les escaliers de votre propre domicile en sachant que vous allez peut-être y mourir? Moi, Thomas Moreau, je l'ai découverte en gravissant les marches familières de mon immeuble parisien
une clé USB dans la poche et un mensonge aux lèvres. Prêt à jouer la dernière partie d'un jeu dont j'avais enfin compris les règles. L'ascenseur était en panne, comme souvent. Détail ironique, j'allais peut-être mourir dans l'appartement où j'avais été le plus heureux de ma vie et il me faudrait d'abord me taper 6 étages à pied. La cage d'escalier résonnait de mes pas, amplifiée par le silence angoissant de l'après-midi. Chaque marche me rapprochait de Sofia Petrov. Cet inconnu qui avait été ma Camille pendant 1000 jours. Au 5e étage, je m'arrêtais pour vérifier que Georges était bien en position. Un message discret sur mon téléphone. Caméra hackée. Procédirette. J'ai les yeux partout. Bonne chance. 6e étage. Notre porte. La peinture bleue que Camille avait choisie parce qu'elle disait que ça rappelait la Méditerranée. Combien de mensonges peut contenir une simple préférence décorative? Je sortis mes clés, mais la porte s'ouvrit avant que j'aie pu les utiliser. Bonjour Thomas. Sofia se tenait dans l'embrasure, vêtue de la robe rouge que je lui avais offerte pour son anniversaire. Celle qu'elle portait le soir où elle m'avait dit qu'elle m'aimait pour la première fois. Le raffinement psychologique de ce choix me fit frissonner. Sofia, tu peux encore m'appeler Camille. Après tout, c'est le nom sous lequel nous nous sommes aimés. Nous ne nous sommes jamais aimés. Tu jouais un rôle. Elle s'effaça pour me laisser entrer. L'appartement était exactement comme nous l'avions laissé le matin de la catastrophe. Les tasses du petit déjeuner dans l'évier. Le lit défait, mes vêtements sur la chaise. Seul détail nouveau. Marianne Beaumont était assise dans mon fauteuil préféré, les mains liées derrière le dos. « Marianne, vous allez bien ?» La femme leva vers moi des yeux où brillait une intelligence intacte malgré la situation. Aussi bien qu'on peut aller quand on découvre qu'on s'est fait manipuler par plus fort que soi. Marianne a été très bavarde, dit Sofia en refermant la porte à double tour. Elle m'a raconté des choses passionnantes sur ses 15 années de mariage avec Antoine. Par exemple, le fait qu'Antoine Beaumont est mort depuis 6 mois. Cette révélation me coupa le souffle. Mort? Crise cardiaque dans son bureau, en février dernier. Marianne a maquillé sa mort, fait croire qu'il était en voyage d'affaires et a continué à diriger l'Empire en son nom. Je regardais Marianne, qui hocha la tête avec un sourire amer. 15 ans de préparation pour découvrir que la vengeance, quand elle arrive enfin, a un goût de cendre. Mais alors, qui nous a menacés? Qui a organisé tout ce cirque? Sofia s'installa confortablement sur le canapé, croisant les jambes avec cette grâce féline que je connaissais si bien. Moi, Thomas, avec l'aide de mes collègues russes et quelques complicités françaises bien placées. Antoine mort, nous avions besoin d'un nouveau prête-nom pour diriger ses affaires. Marianne était parfaite, mais trop indépendante. Il fallait la neutraliser, en inventant une guerre entre elle et son mari. Exactement. Une guerre fictive qui nous permettait de manipuler tous les protagonistes, toi y compris. Je m'assis dans le fauteuil face à elle, feignant un calme que j'étais loin de ressentir. Et maintenant, tu as gagné. Qu'est-ce que tu veux? Les codes de ton système de cryptage. La vraie version, sans la porte dérobée que Marc y a intégrée. Marc travaille pour vous depuis quand? Depuis l'université. C'est lui qui nous a signalé ton potentiel. Nous l'avons recruté, puis nous avons organisé votre association. Et ma rencontre avec toi. Orchestrée dans les moindres détails. Ce café de Saint-Germain, mon café renversé sur ton ordinateur, tout était calculé. Elle se leva et va s'asseoir sur l'accoudoir de mon fauteuil, posant sa main sur ma nuque dans un geste qui me révulsa autant qu'il me troublait. Mais tu sais quoi, Thomas? Avec le temps, mes sentiments sont devenus authentiques. Je n'avais pas prévu de tomber amoureuse de ma cible. Arrête. C'est pourtant vrai. Ces 3 années ont été les plus belles de ma vie. Pour la première fois, j'ai pu être quelqu'un d'autre que Sofia Petrov, l'espionne sans âme. Sa main caressait mes cheveux avec cette tendresse que je croyais sincère. C'est pourquoi je te propose un marché, Thomas. Tu me donnes les codes? Je libère Marianne et nous partons tous les deux. Loin de cette histoire, loin de tous ces mensonges. Pour aller où? N'importe où. L'Amérique du Sud, l'Asie. Nous prendrons des nouvelles identités et nous recommencerons à zéro. En laissant tes maîtres russes utiliser ma technologie, en me fichant éperdument de leurs plans géopolitiques. Thomas, je suis fatigué de servir des causes qui me dépassent. Je veux juste être heureuse avec l'homme que j'aime, malgré tout ce que je savais d'elle.
Malgré toutes ces manipulations, sa voix était si convaincante que je sentis ma résolution vaciller. Et si je refuse? Alors je tue Marianne sous tes yeux, puis je te torture jusqu'à ce que tu craques. Elle sortit un pistolet de son sac et le posa négligemment sur la table basse. Mais je préfère que nous trouvions un terrain d'entente, par amour du passé. C'était le moment que j'avais préparé avec Georges. D'accord. D'accord quoi? J'accepte ton marché. Je te donne les codes et nous partons ensemble. Son visage s'illumina d'un sourire radieux, le sourire de Camille quand je lui avais proposé d'emménager ensemble. Thomas, tu es sérieux? Complètement. Mais j'ai une condition. Laquelle? Je veux être sûr que tu ne me mens pas. Prouve-moi que tes sentiments sont réels. Comment?